IMED. Merci à tous les organisateurs pour l'invitation à ce séminaire qui sera, j'imagine, très intéressant. Je suis ravi de pouvoir vous exposer ce panorama donc, de l'IA générative et puis le cas particulier donc, de l'enseignement supérieur qui nous intéresse ici, et puis plus particulièrement le côté formation. Je ne vais pas m'intéresser au côté recherche, même s'il y a beaucoup de choses à dire également. Donc très rapidement, donc, ce dont je vais parler, donc, je vais reprendre un petit peu ce qui a déjà été dit avant. Je vais présenter l'intelligence artificielle vraiment en général, et puis je vais me focaliser sur l'IA générative, donc comme on s'y attend. Et puis comme exposé avant, donc je parlerai d'une part des bénéfices et d'autre part des risques ou des défis, si vous voulez, qui sont liés à l'utilisation des méthodes d'IA générative dans l'enseignement supérieur, donc en particulier à chaque fois du point de vue de l'enseignant, mais également du point de vue de l'apprenant. Donc évidemment, tout le monde peut utiliser l'IA générative à ses fins, et du coup, tout le monde peut en tirer des bénéfices, mais évidemment, il y a des risques qui sont associés, donc je vais essayer de les décrire très succinctement. Évidemment, toutes les conférences, tous les exposés qui sont derrière seront aussi dédiés à ces questions. Donc vraiment, le but de cette présentation, c'est de faire un panorama de ces questions. Et puis je mentionnerai pour terminer donc, les perspectives futures donc, qui peuvent être envisagées en utilisant l'IA générative au sein de l'enseignement supérieur. Et enfin, je donnerai des exemples concrets d'utilisation. Donc, il y a déjà des choses qui sont implémentées dans certaines universités ou certains lieux d'enseignement. Donc, je vous présenterai ça pour conclure. OK. Donc, rapidement, l'intelligence artificielle, donc, juste pour donner une définition, hein, donc c'est simplement l'ensemble des techniques ou des méthodes qu'on peut mettre en œuvre pour permettre à un ordinateur, ou plus généralement une machine, de simuler, de reproduire un comportement humain. J'imagine que vous avez tous interagi avec ChatGPT ou des choses comme ça, donc on constate bien que le but du jeu, c'est d'essayer, quand on lui parle que ChatGPT essaye d'adopter un comportement humain, de répondre comme si c'était un être humain. Ok, mais en fait, donc ChatGPT, c'est un exemple d'IA générative, donc qui est indiqué en... Je ne sais pas s'il y a un pointeur. En tout cas qui est écrite en gras ici, mais il y a beaucoup d'autres exemples d'intelligence artificielle, en tout cas de façon de mettre en œuvre des méthodes d'intelligence artificielle. Donc j'ai donné tout un panorama. En particulier, bon, je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple l'IA bayésienne qui en fait utilise des a priori et qui utilise des nouvelles données successivement pour mettre à jour son a priori sur quelque chose à deviner, et du coup devient de plus en plus performant avec l'information qu'on lui ajoute au cours du temps. Donc juste pour revenir, donc bien avant la thèse de IMED, il y avait l'intelligence artificielle a commencé à être développée, donc par exemple en 1958, donc voilà, 43 ans avant ta soutenance de thèse, je crois. Il y avait déjà le perceptron qui avait été conçu par Rosenblatt, donc si vous voulez, c'est l'ancêtre des réseaux de neurones. Une autre étape historique clé qui est toujours marquante quand on parle d'intelligence artificielle, c'est quand le Deep Blue, donc l'algorithme pour jouer aux échecs, qui a battu Kasparov en 97, donc c'était une étape remarquable. On a eu le jeu de Go beaucoup plus récemment, mais voilà. Et puis en 2020, je mentionne aussi donc, le développement de GPT-3, donc, qui est la première version, je pense, qui a été connue au grand public pour le développement de ChatGPT à cette époque-là, en 2020, où ça a vraiment explosé pour tout le monde. Bon, et donc on a vraiment beaucoup d'applications de l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours, hein. Donc là, j'ai mis une petite illustration, mais vous avez vos maisons qui peuvent être augmentées à l'intelligence artificielle, ou par exemple, je sais pas, dans Amazon vous suggère des choses en fonction de vos préférences selon des algorithmes d'intelligence artificielle. Vous avez les voitures qui apprennent à conduire toutes seules avec des méthodes d'intelligence artificielle. Donc on parle beaucoup d'Elon Musk en ce moment, donc c'est l'occasion de mentionner. Donc voilà, des exemples parmi tant d'autres, mais je vais peut-être passer. Donc maintenant, j'aimerais bien me focaliser sur
Voilà, sur l'IA générative, donc plus précisément. Donc du coup, là, on rentre vraiment dans la catégorie spécifique d'intelligence artificielle qui se focalise sur la création de contenu, comme donc des textes, des images, des vidéos, des sons, okay, et de façon autonome. Donc, bon, je ne veux vraiment pas rentrer dans les détails très techniques, mais quand même, je pense que c'est intéressant de comprendre un petit peu comment c'est construit. Donc, effectivement, on utilise tous ChatGPT ou DALL-E, des choses comme ça au quotidien, mais bon, une question, c'est quand même de savoir comment ça marche, en fait. Donc, bon, encore une fois, sans rentrer dans des détails très techniques, par exemple, pour entraîner un modèle de langage, donc on parle d'entraînement quand on essaye de faire en sorte qu'on part d'une coquille vide, si vous voulez, et puis on essaye de lui faire apprendre à générer du texte. Donc c'est ce qu'on appelle la notion d'entraînement. Donc ça ne se fait pas tout seul, en fait, ça se fait grâce à une grande quantité de données qu'on lui donne à ingurgiter. Donc typiquement, pour un modèle de langage, ce qu'on va lui donner comme données, c'est des morceaux de phrases, et puis d'une part, et puis le mot qui vient derrière. Et donc le but du jeu pour entraîner le modèle de langage, c'est en lui donnant simplement le début de phrase, de lui faire deviner le mot qui suit, et de comparer avec la bonne réponse, si vous voulez, ce que j'ai appelé le mot suivant. Et puis vous avez une fonction de perte, donc ce qu'on appelle une fonction de perte, qui va quantifier l'écart entre la proposition que le modèle a faite et le bon mot suivant. Et donc, plus l'écart va être important, plus la perte va être importante. Et le but du jeu, c'est de minimiser cette fonction de perte. Et donc, en fonction de la perte qui est obtenue en faisant travailler le modèle, eh bien, on met à jour les paramètres du modèle afin d'essayer de minimiser cette fonction de perte. Donc, juste un point technique, donc c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé, parce qu'on donne des labels. Donc ce que j'appelle le mot suivant, ça fait partie des données qu'on doit fournir au modèle pour qu'il puisse s'entraîner. Voilà. Donc maintenant, je vais passer... ah oui, donc ça, juste... Je ne sais pas pourquoi ça coupe les... Donc j'ai juste encore plus spécifiquement dans le cas de l'IA générative, tout à l'heure j'avais donné des applications donc, de l'IA en général, maintenant de l'IA générative, donc comme je le disais un peu dans la définition, on a des applications dans la création de visuels, d'audio, de texte ou même de code d'ailleurs, donc c'est très utile, donc c'est la dernière ligne de ce petit graphique, donc pour générer du code, pour détecter des bugs, etc. Mais évidemment, pour la génération audio aussi, ça permet de générer des sous-titres. J'y reviendrai plus tard dans la notion d'accessibilité. Évidemment, je reviendrai aussi sur la notion de chatbot qu'on voit. Voilà. Donc, je voudrais passer à l'enseignement supérieur. Donc, comme j'avais indiqué, je veux parler des... Donc, soyons optimistes, je vais parler en premier des bénéfices. Puis après, je mentionnerai les défis ou les risques et puis les perspectives. Donc, comme je l'indiquais, dans l'enseignement supérieur, évidemment, tout le monde peut potentiellement utiliser l'IA générative, donc en particulier les deux grandes catégories d'individus qu'on veut considérer, c'est les enseignants et les apprenants. Donc, du coup, les bénéfices, je les ai catégorisés en fonction de la personne concernée. Donc, pour les enseignants, donc, quels pourraient être les bénéfices de l'utilisation de l'IA générative? Je pense qu'en fait, c'est déjà le cas. Je pense que je ne sais pas, mais en tout cas, moi, me concernant, ça m'arrive d'utiliser de l'IA générative pour essayer de générer du contenu pédagogique. Donc, parfois, j'essaye de trouver des nouveaux exercices en lui disant « Ok, j'ai tel exercice, est-ce que tu pourrais me fournir un exercice qui est un peu différent, mais qui est dans la même veine, qui est pour des étudiants de même niveau, etc. » Donc vraiment, ça peut devenir une pratique assez intéressante pour la génération de contenu pédagogique. Idem pour l'automatisation des corrections, donc on peut donner directement les réponses, l'exercice ainsi que les réponses qui ont été apportées, et puis proposer à l'IA d'évaluer la qualité de la réponse apportée. Plus dans le côté administratif également, on va avoir
C'est un peu ce qu'on mentionnait au début, un soulagement, on peut avoir un soulagement dans les tâches administratives qui peuvent être parfois répétitives, redondantes, donc on peut essayer de tirer profit de l'IA générative pour gagner pas mal de temps. Et de la même façon, si on a besoin de faire des analyses de tendance ou des statistiques, on peut utiliser à profit l'IA générative pour justement automatiser ces tâches qui peuvent être lourdes à effectuer manuellement. Ok, et puis pour l'apprenant, donc c'est également une grande source de bénéfices potentiels, l'utilisation de l'IA générative. Donc en particulier, vous avez la possibilité de fournir en fait un apprentissage qui peut être personnalisé, en tout cas qui est personnalisable et qui peut être surtout interactif aussi. Donc comme je mentionnais encore une fois ChatGPT, l'étudiant ou l'apprenant, il a la possibilité de lui demander d'expliquer un concept, et puis donc l'IA générative va répondre quelque chose, et puis s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il peut lui demander de réexpliquer de façon plus simple ou plus sophistiquée, ou d'insister sur un aspect différent. Donc c'est vraiment interactif et personnalisé. Encore une fois, on peut demander un petit peu ce qu'on veut en fonction de nos besoins. Et donc après, on a la notion d'accessibilité. Donc la notion, c'est assez intéressant, c'est que vous pouvez, n'importe quel apprenant peut utiliser l'IA générative partout, tout le temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très 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 utile. Et en parlant d'accessibilité, donc il y a aussi la notion de handicap qu'on peut mentionner. Donc c'est pour ça que j'ai mentionné tout à l'heure, par exemple, la génération de sous-titres. Si vous avez je sais pas, par exemple des cours en vidéo, vous pouvez générer des sous-titres pour quelqu'un qui est handicapé et qui peut simplement lire le texte. Donc ça peut permettre de générer, en partant d'un contenu pédagogique sous un format X, de générer un contenu pédagogique équivalent sous un format Y qui sera plus adapté à certaines catégories d'apprenants. Okay. Et puis le dernier point que je voulais mentionner, c'était la notion de recommandation de contenu. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais au début sur l'apprentissage interactif. Donc on peut demander d'expliquer des concepts, et puis pour aller plus loin, on peut lui proposer de nous suggérer des références dans lesquelles des concepts sont expliqués d'une façon plus élaborée, plus simple, ou que sais-je. Ok. Donc passons au défi. Donc encore une fois, le but vraiment, c'est de faire un survol. Donc je pense que ces points seront toujours seront approfondis dans les exposés ultérieurs. Donc les défis, donc je voulais d'abord parler de la notion d'égalité, ou concernant les inégalités. En fait, est-ce qu'on a vraiment accès universel à l'IA générative? Par exemple, tout simplement pour accéder à ChatGPT, on a besoin d'Internet. Est-ce que finalement l'accès à Internet ou à la technologie ne va pas finalement renforcer les inégalités territoriales qu'on peut avoir entre le nord et le sud? Ou est-ce qu'on va être capable de permettre un accès vraiment universel à l'IA générative? Donc ça, c'est un défi que je pense qu'on va avoir à relever collectivement dans les années à venir. Il y a la notion de biais sociaux et ratios, donc ça c'est assez important aussi, c'est que, comme je l'expliquais tout au début, l'IA générative, ça marche pas, je veux dire, c'est pas magique, hein, donc c'est entraîné sur des données. Donc les données, c'est du contenu, des phrases qui sont évidemment écrites par des êtres humains, donc qui sont biaisées. Il suffit de lire les réseaux sociaux aujourd'hui pour voir que tout n'est pas objectif dans la vie. Donc un modèle de langage, par exemple, qui va être entraîné sur des données textuelles qui sont biaisées, va donner un modèle qui est lui-même biaisé, donc qui va avoir des biais sociaux, raciaux. Donc est-ce que ça peut... une question serait comment essayer de débiaiser le modèle de langage partant de données qui sont nécessairement biaisées. Je reviens sur la notion d'enseignement supérieur et surtout de l'apprenant. Donc chaque apprenant a un style d'apprentissage qui est différent. Donc la question c'est, est-ce que vraiment les modèles de langage ou l'IA générative plus généralement
est capable de s'adapter à volonté pour n'importe quel apprenant. Donc c'est un défi également, je pense. Tout le monde n'apprend pas de la même façon. Est-ce que c'est possible de fournir un contenu de qualité pour tous? Concernant l'enseignant, je pense qu'il va y avoir, c'est sûr qu'il va y avoir le rôle de l'enseignant va être remodelé. Donc en fait, habituellement, les enseignants apprenaient directement des concepts, des savoirs aux apprenants. Aujourd'hui, les apprenants ils se servent énormément de l'IA générative. Donc en fait, l'enseignant va plutôt être là pour former plutôt qu'enseigner. C'est-à-dire qu'on va apprendre aux apprenants comment apprendre par eux-mêmes. Donc c'est vraiment un renouvellement du rôle de l'enseignant en utilisant les technologies liées à l'IA générative. Donc en particulier, ça pose la question de la formation éventuellement des enseignants. On change un petit peu notre métier. On n'apprend plus directement, on apprend à apprendre. Donc comment former les enseignants qui sont déjà habitués à enseigner d'une autre façon. Voilà. Et puis évidemment, donc ça engendre des coûts pour les institutions d'enseignement supérieur. Et puis sûrement des réticences de la part d'enseignants qui sont habitués à enseigner de la façon qu'ils connaissent et qui n'ont pas forcément envie de changer leur mode d'enseignement. Bon, et enfin, donc je reviendrai là-dessus dans les perspectives et dans les exemples, mais l'idée serait sûrement de pouvoir améliorer les services proposés par les universités, par les écoles, en utilisant des systèmes embarquant l'IA générative. Donc, je reviendrai là-dessus dans les exemples. Donc, en particulier, ça va engendrer un coût pour installer ce type de système. Et puis, ça demande de la maintenance, de la mise à jour en continu. Donc ça demande des coûts, de l'infrastructure qui est disponible au sein des structures d'enseignement. Ok. Enfin, encore quelques défis. Donc je reviens aussi à la notion d'évaluation qui est assistée des compétences. Donc est-ce que justement, et ça rejoint également la notion de biais en fait, est-ce qu'on est capable de garantir l'objectivité de l'IA générative si on souhaite être assisté pour évaluer des compétences, pour corriger les copies de nos étudiants, disons. Et ça pose également, dans le point de vue inverse, la question de la détection de la fraude. Donc maintenant, si les étudiants utilisent l'IA générative afin de s'aider, disons, pour des devoirs, comment détecter la fraude, le plagiat? Ça, c'est des questions qui sont... C'est déjà d'actualité, en fait. On est déjà là-dedans. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. L'IA, c'est déjà un peu hier, en fait. Donc ça, c'est un vrai défi. Hein. Surtout que l'IA générative s'améliore sans cesse, donc ça peut devenir de plus en plus compliqué pour répondre à ce genre de questions. Bon, et puis le dernier point que je voulais mentionner, c'était le cas où l'enseignant ou une école ou une université utilise l'IA générative afin de prendre des décisions concernant l'avenir de ces apprenants, typiquement l'admission dans certaines filières, etc. Donc évidemment, ça pose la question déjà comment faire pour que l'IA puisse prendre ce type de questions. En fait, il faut confier les données confidentielles de nos étudiants à l'IA, donc ça pose des questions éthiques, premièrement. Et puis évidemment, la réponse que l'IA générative va donner à ce type de questions va forcément évidemment dépendre de la qualité de l'IA, et ça a des implications qui peuvent être fondamentales pour le futur de nos étudiants si on parle d'admission dans certaines filières, etc. Donc est-ce qu'on est capable de garantir que les décisions qui seraient prises sur cette base seraient vraiment de qualité? Donc voilà. Enfin,
pour résumer en 2 mots, je pense qu'on le sait déjà un peu, mais il ne faut pas utiliser l'IA en fermant les yeux. Il faut toujours vérifier ce qui est donné. Il faut toujours vérifier les résultats qui nous ont été donnés, même si c'est une aide précieuse pour gagner pas mal de temps. Ok, donc les perspectives, donc c'est un résumé un petit peu les bénéfices et les défis que j'ai mentionnés. Donc ça va engendrer donc une évolution des modalités d'évaluation des connaissances et même plus généralement une évolution du rôle de l'enseignant et de la façon dont il va apprendre des concepts aux apprenants. Ça va engendrer un développement de nouvelles compétences donc numériques pour les enseignants, donc comme je le mentionnais tout à l'heure, apprendre à utiliser l'IA générative. On va avoir le renforcement en fait, de l'enseignement qui va pouvoir être effectué dans des modes hybrides, à mi-chemin entre présentiel et distanciel, où les étudiants auront accès en temps direct à l'intelligence artificielle générative afin en plus de ce que l'enseignant est en train d'expliquer, ils pourront avoir des informations supplémentaires en temps réel. Donc ça va également modifier la façon d'enseigner et puis la façon dont les apprenants reçoivent les enseignements. Et enfin, comme je mentionnais, pour ajouter des infrastructures qui sont augmentées à l'IA générative au sein des établissements supérieurs, on va sûrement avoir besoin de nouveaux métiers, donc de nouvelles personnes qui sont spécialistes dans les technologies éducatives qui seront justement adaptées à l'utilisation de l'IA générative. Voilà. Donc juste pour conclure, si j'ai 5 minutes, juste quelques exemples d'IA générative qui est déjà implémenté dans une université. Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple de Ponce, qui est un chatbot qui est implémenté dans le Georgia State University. Donc en fait, c'est un chatbot qui est accessible aux étudiants et qui est donc augmenté avec l'IA générative. Donc en fait, ça aide les étudiants typiquement par exemple, à démarrer leur scolarité. Donc ça les aide à naviguer dans les méandres de la scolarité, donc pour les questions financières, pour les questions d'inscription administrative ou pédagogique qui peuvent parfois être compliquées pour nos étudiants. Et puis, donc évidemment, ça aide à soulager les services administratifs et ça améliore leur efficacité. Donc ça, c'est la première utilisation de ce chatbot. Et puis la deuxième utilisation, c'est même au quotidien dans leurs études. Donc ça peut leur envoyer des rappels de devoirs à rendre, ça peut permettre d'apporter des supports académiques, des contenus de cours supplémentaires, choses comme ça. Et en fait, ils ont constaté que la note finale moyenne des apprenants était augmentée de 11 points, donc c'est assez impressionnant. Donc il y a un article, 11 points sur 100. Bon. C'est déjà pas mal. Voilà. Et puis le deuxième exemple, donc, c'est pour revenir à la création de supports. Donc typiquement l'IA, donc là je parle plutôt d'IA pour générer des visuels, mais ça peut être très intéressant pour générer des visuels, je ne sais pas, pour des cours, donc par exemple là où on peut générer un visuel de la Terre, où on peut imaginer qu'on peut naviguer comme ça en réalité augmentée. Et donc ça peut être vraiment un plus pour l'apprentissage interactif avec les étudiants. Et ça permet surtout de générer des contenus qui seraient adaptés, encore une fois, aux différents styles d'apprentissage de chaque apprenant, sous réserve de ce que j'ai mentionné précédemment, bien sûr. Donc voilà, donc évidemment, le débat est encore ouvert. Comme on a dit, ce sont des questions d'actualité. On a déjà commencé à y réfléchir depuis quelques années, mais l'implantation de l'IA générative dans l'enseignement supérieur est encore à fournir. Donc le débat est ouvert et puis voilà. Donc je suis prêt à répondre à vos questions éventuelles et n'hésitez pas. Merci pour votre écoute.